Salut la gang, bienvenue à Radio B52. Night Train au micro. D'entrée de jeu, c'est la fin de l'année 2016, le début de l'année 2017. L'équipe de B52 vous souhaite à tous une très très belle année 2017. Évidemment, la santé est ce qu'il y a de plus important parce qu'avec ça, on est capable de bâtir plein de choses, capable de faire plein de projets. Alors, encore une fois, tout le monde, Happy New Year. On part ça avec notre sujet. Les principaux événements qui ont marqué l'année 2016 ont été recensés par le Journal de Québec en grande pompe. Il y en a 8 ou 9. On va les commenter et ensuite, nous, B52, on va vous dire ce qu'on pense être les événements principaux qui ont marqué 2016, qui sont très différents évidemment du Journal de Québec. Le Journal de Québec, comme vous le verrez après avoir commenté brièvement chacun des événements majeurs de 2016 selon eux, eh bien, le journal a, je pense, travaillé vite un peu. J'ai l'impression que la tourtière était prête dans le four, puis qu'on avait hâte de manger, puis qu'on avait hâte de liquider cet article-là. Donc, le Journal de Québec, c'est pas la première fois, a comme échappé un petit peu la nouvelle. Alors, voici les événements marquants selon eux. Le premier, c'est le remaniement ministériel qui a eu lieu au mois de janvier 2016 par Philippe Couillard, qui a permis notamment de réaffecter Jacques Daoust, de nommer Dominique Anglade au niveau de l'économie, Sam Hamad au niveau du Conseil du Trésor, etc. Donc, on comprendra qu'un remaniement ministériel, il y en a un à peu près tous les 6 mois. Et deux choses. Un, c'est fréquent. Deux, les résultats étant ce qu'ils sont, en fin d'année 2016, on comprendra que c'est pas vraiment un fait saillant, c'est plutôt un pétard mouillé. Deuxième événement, selon eux, l'arrestation de Nathalie Normando le jour du budget, donc le 17 mars. On le sait, Mme Normando est présumée innocente jusqu'à temps qu'il y ait une démonstration de fait au niveau des tribunaux du contraire, ou pas. Cet événement-là a-t-il été un fait saillant? C'était certainement spectaculaire, mais on comprend que c'est pas un fait saillant au sens où c'est beaucoup plus un coup d'éclat que le Parti libéral voulait faire, que l'UPAC voulait faire juste avant le renouvellement de son président, Bob Lafrenière, pour être capable de justifier je dirais la perpétuation, la continuité de l'UPAC. Parce que l'UPAC, quand on regarde les résultats par rapport au coût, par rapport à ce que ça coûte aux payeurs de taxes, c'est décevant. C'est décevant. Donc, sauf que là, en faisant un peu d'éclat et un feu d'artifice avec ça, cette nouvelle-là, au niveau de Mme Normando, on a fait du millage avec ça, puis l'UPAC continue à faire ses affaires. Malheureusement, l'UPAC a des effets collatéraux, des effets pervers au niveau de la Ville de Québec qui sont non négligeables, mais dont personne ne parle. Le principal, c'est que ça amène une certaine paranoïa au niveau de la gestion, puis certaines craintes au niveau de la gestion des contrats, de l'attribution des contrats, qui fait que la business a énormément diminué à Québec. Donc, l'économie de la Ville de Québec souffre énormément de l'UPAC. Et c'est pas une très bonne chose, parce que la prémisse, c'est pas que les gens sont tous malhonnêtes, mais plutôt le contraire. Mais malheureusement, ça a créé un climat, je dirais, d'insécurité qui est très, très négatif, très nocif pour la Ville de Québec en particulier. Mais ça, le Parti libéral et surtout le Parti québécois qui avait parti le bal s'en fout éperdument. Autre fait saillant, selon le Journal de Québec, Sam Hamad qui quitte le Conseil des ministres, suite aux circonstances que vous savez, présumées de lobbyisme et tout ça, ça a ressorti dans les derniers jours qu'effectivement, il y avait eu du lobbyisme illégal versus une compagnie qui s'appelle Premier Tech et tout ça. Écoutez, Sam Hamad, je pense pas que les gens s'assoient le soir autour de la table, prennent un souper puis pensent à Sam Hamad, ni la nuit en rêvant. C'est un bon Jack. C'est un gars, je pense, qui apportait beaucoup à la Ville de Québec par son implication, par son sens des communications et sa facilité à collaborer avec à peu près tout le monde, y compris le maire de Québec, Napp Labaume. Bon, donc, dans ce sens-là, il manque beaucoup. Maintenant, est-ce que justement, le lobbyisme, l'UPAC, puis toute cette espèce de mouvement-là, là, où on cherche des coupables en arrière de chacun des arbres, fait en sorte que la Ville de Québec, le gouvernement et le Québec est privé d'un bon bonhomme avec Hamad, ça, c'est à vous de juger. Mais c'était certainement pas le pire, loin de là. Mais c'est certainement pas une nouvelle marquante tant que ça, à notre avis. Pierre-Carl Pellado qui s'en va, effectivement, c'est un headlines, mais entre vous et moi, c'est pas surprenant.
avec tous les événements personnels qu'il a vécu, puis surtout, je dirais, avec l'inconfort général qu'il a toujours dégagé en tant que politicien, tant dans son discours que dans que dans ses idées, que dans le contenant également, dans la présentation de tout ça, très mal à l'aise, ou ensuite le veston tout croche. Non, tu sais, on peut pas être bon dans tout. On peut être bon en affaires, mais ça veut pas dire qu'on va être bon en politique, et vice-versa. Ensuite, évidemment, il y a eu une crise au mois de juin au ministère des Transports qui a fait en sorte que le gouvernement libéral a mis dehors comme ministre un de ses meilleurs ministres qui s'appelait Robert Bob Poiti, qui faisait un excellent job, mais évidemment, il n'était pas d'accord avec des dirigeants du Parti libéral, puis avec le bureau du premier ministre et tout ça. Fait que finalement, on l'a mis dehors parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas être d'accord, même si on a raison quand on est dans la politique. On appelle ça la solidarité ministérielle ou de la bêtise ministérielle. À vous de choisir. Donc, c'était pas une manchette vraiment, parce que c'est vraiment pas un haut fait. Là. Quand vous avez un événement comme ça qui est négatif, ou vous avez un bon bonhomme qui s'appelle Poiti qui est mis dehors, c'est pas un haut fait dont on doit vraiment se targuer, comprends-tu, lorsqu'on fait le bilan de nos choses. Même chose pour Jacques Daoust. L'émission de Jacques Daoust. Jacques Daoust, est-ce que c'est un fait saillant? Tout le monde voyait bien que ce bonhomme-là n'était pas à l'aise dans ses fonctions, qu'il ne devrait pas être en politique, ultimement, parce que c'est vraiment pas quelqu'un qui avait un naturel là-dedans. Un petit peu mêlé, un petit peu lointain de ses fonctionnaires, donc pas très informé, fait que aucune surprise là-dedans. Ensuite, évidemment, au niveau de Laurent Lessard, ensuite, en septembre, on appelle ça au Journal de Québec la saga Laurent Lessard. Bon, écoutez, moi je suis l'actualité, j'ai pas vu de saga. J'ai vu un acharnement du Journal de Québec, comme toujours, sur toujours les mêmes partis politiques. D'en faire un fait saillant pour 2016 absolument ridicule. Laurent Lessard est quelqu'un de très apprécié dans son milieu. Thetford Mines et la région de son comté. C'est quelqu'un aussi qui réussit dans un ministère à peu près impossible à diriger, qui s'appelle le ministère des Transports, qui est plusieurs États souverains dans un même État. C'est comme une gouverne à l'intérieur de la gouverne du Québec, le ministère des Transports. Fait que bonne chance à qui va être à la tête de ça. Si vous voulez vraiment miner la réputation de quelqu'un, nommez-le au ministère des Transports. Donc, au total, Lessard est un bon politicien. C'est pas un headline, ça non plus. Il n'y a absolument rien là-dedans, à part l'espèce de mouvement qu'il y a eu au niveau de la radio Parler de Québec terrestre pour essayer d'en faire une manchette. C'est définitivement pas le cas. Si vous vous promenez dans le comté de Lessard, ils vont vous dire tout simplement ceci, c'est un bon Jack. Ensuite, l'élection de Jean-François Lisée, le cardinal Lisée, en octobre, fait saillant. Oui, c'est sûr, chef de Parti québécois, c'est bien évident que c'est important. Est-ce qu'en tant que tel, c'est un si grain de lins que ça, à vous de juger. Mais chose certaine, on ne fera pas de millage trop avec ça, comme vous allez le voir dans les prochains mois, les prochaines années, parce que le Parti québécois est tellement enlisé dans une espèce d'ensemble d'idées vieillottes, empoussiérées, qui s'en vont nulle part. Les gens sont plus là. Le Parti québécois est à l'est, puis les gens s'en vont à l'ouest. Voilà, ça c'est les faits saillants selon le Journal de Québec que je viens de vous nommer de 2016 qui sont passés au Québec. Alors, premièrement, vous comprendrez comme moi que la majorité de ces événements-là ne sont pas des faits saillants, pour les raisons que je vous ai dites. Il y en a peut-être une couple. Mais surtout, ça montre la pauvreté de la recherche là, du Journal de Québec, la pauvreté des idées de ce journal terrestre-là. Si vous voulez voir des nouvelles, puis des vraies headlines, puis des choses originales, il faut que vous alliez, tout comme pour la radio, aller sur le web maintenant. Les médias terrestres sont vraiment de plus en plus dépassés. Pourtant, ils ont de l'argent, ils ont du cash. C'est pas des petites équipes, c'est pas des petites entreprises comme les nôtres. Mais je pense que, je sais pas, c'est l'encroutement, la paresse, c'est l'habitude. On fait des choses peut-être même au niveau des choix éditoriaux qui sont une connotation politique, hein, parce qu'on voit que les faits marquants adressent uniquement le monde de la politique, donc le monde du gouvernement actuel, du Parti libéral. Alors voilà, c'est la facilité, puis c'est désolant. C'est le Journal de Québec dans toute sa splendeur. Pourquoi on n'a pas regardé les événements autres qu'au Québec, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas tout seul sur la terre. Moi aussi, il faut arrêter à un moment donné de se flatter le nombril puis de se regarder le nombril. Il y a d'autres choses qui existent. D'ailleurs, nous, on veut vous présenter ce qu'on pense être les deux grands principaux événements qui ont marqué 2016, mais pas juste au niveau du Québec, mais au niveau nord-américain. On n'est pas au niveau de l'international parce que ça finirait plus. Le premier événement, selon Ebba 52, qui a marqué 2016, c'est l'élection de Donald Trump. De Donald J. Trump. Pourquoi le Journal de Québec n'a pas parlé? Ça, fouillez-moi. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas le résultat de l'élection américaine, personne n'avait prévu l'élection de Donald J. Trump. Personne. Même pas Michael J. Moore, même malgré ce qu'il prétend.
Il aura beau faire des ballons, grossir les joues, n'importe quoi. Il y a personne qui avait prédit ça. Il n'y a aucune compagnie qui fait de sondages qui avait prédit également l'élection de Trump. L'élection de Trump est due à un paquet d'affaires qui ont été analysées, donc on ne reprendra pas ça à B52, mais c'est certainement un événement marquant, non seulement pour les États-Unis, mais pour nous aussi au Canada et au niveau international. On comprendra que ça va changer les pions de l'échiquier un petit peu, là. La partie d'échec ne sera pas la même avec la présence d'un bolé comme Donald Trump. Vous voyez comme moi, il y a des enjeux géopolitiques, il y a des enjeux financiers à très très haut niveau là-dedans. Qui vont bouger là, avec un politicien, un président qui semble être radicalement différent de celui qui quitte Barack Obama. On verra bien. De toute façon, on va voir de quel bois se chauffe au niveau domestique M. Donald J. Trump, parce que comme je l'ai déjà dit, il va avoir le grand plaisir, un mois après l'officialisation de sa présidence le 20 janvier, il va avoir le grand plaisir de gérer la crise des finances publiques du gouvernement américain, qui risque d'être en défaut de paiement encore une fois, comme c'est le cas habituellement ou à peu près aux 18 mois ou 2 ans. Donc, on va voir exactement ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va avoir le même réflexe là, d'aller chercher d'autres cartes de crédit pour les États-Unis pour s'enliser davantage, ou va faire les choses autrement? On va être capable de voir si vraiment il va être de la parole aux actes, si on va voir des choses différentes des politiciens antérieurs. Mais avant de faire un jugement, donnons-lui donc au moins un an, 6 mois, 1 an, puis on verra après. On peut être surpris des fois. Mais certainement que l'élection de Donald J. Trump est le fait saillant numéro 1 au niveau international en 2016. L'autre événement marquant, selon nous, en 2016, c'est le décès de plusieurs grandes personnalités très connues, tant au niveau international qu'au niveau local, ici au niveau du Québec. Je vais juste vous énumérer les noms. On ne prendra pas 10 minutes là-dessus. Je pense qu'il y en a plusieurs dont vous allez vous souvenir, dont vous vous souvenez nécessairement. Mais ça a été une année vraiment noire, une année vraiment sombre et triste à ce niveau-là, parce qu'il me semble qu'il y en a plus que d'habitude. Parmi les décès des personnalités les plus connues, il y a David Bowie, bien évidemment, à 69 ans, qui est décédé. Quelques semaines après avoir produit son dernier CD, qui s'appelle Black Star, qui était en nomination comme un des disques de l'année. Ensuite, il y a Nancy Reagan, la femme de l'ancien président Ronald Reagan. Il y a Arnold Palmer, Gordie Howe, le grand hockeyeur. Il y a Glenn Lewis Free, qui était le grand guitariste, chanteur, compositeur du groupe Les Eagles. Michel Delpech, artiste français. Mohamed Ali, 74 ans, qui est décédé. Greg Lake, pour ceux qui aiment le rock, King Crimson, c'est sa création. Ensuite, George Michael, qui vient de décéder. Prince, qui est mort également. Leonard Cohen. Fidel Castro. Et finalement, au niveau international, Carrie Fisher, qui était la reine des stars de Star Wars, qui vient de décéder. Fait qu'on voit qu'il y a beaucoup de décès là-dedans, de personnalités très, très connues. Ensuite, au niveau local, on a des gens comme René Angélil, Pierre Lalonde, Claude Michaud, Corneau, la peintre, qui est à New York, Dominique Lévesque, je suis fatigué. René Angélil, Jean Lapierre, le journaliste, qui est décédé dans des circonstances tragiques aux îles de la Madeleine lors d'un écrasement d'avion. Et localement à Québec, Bob Wall, qui est un grand bluesman, un grand homme, un grand musicien qui est décédé. Alors, écoutez, il y en a d'autres, c'est pas une liste exhaustive, mais il y a énormément de personnes disparues en 2016 qui étaient très connues, qui étaient très aimées, très appréciées. Et c'est toujours d'une grande tristesse de voir ces gens-là partir. C'est plate d'en faire un événement marquant, mais compte tenu du nombre de personnes et de la très très grande visibilité de toutes ces stars-là, je pense que c'est important de le souligner et de souligner surtout que ces gens-là nous ont apporté énormément de bien, sauf quelques-uns comme évidemment Fidel Castro, selon moi, parce que on n'est pas des communistes ici, là. Mais ces gens-là, que ce soit au niveau du hockey, que ce soit au niveau du sport, au niveau de la politique, au niveau de la musique, au niveau du théâtre, au niveau finalement de toutes les sphères d'activité dans lesquelles ils travaillaient, le journalisme, etc. Les gens-là nous ont apporté beaucoup, donc on doit juste simplement les remercier, avoir une pensée pour eux et souligner leur départ de ces personnes-là. Voilà. C'était, en résumé, l'année 2016, vue par le Journal de Québec, perdu dans ses lacets comme d'habitude, et vue par B52. Merci à tout le monde de nous écouter. C'était Night Train au micro.